Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Aujourd'hui, dans notre émission Le Mbongi Show, nous recevons un homme, un acteur politique de notre diaspora, très discret dans cette opposition diasporique, si vous me permettez l'expression, mais pourtant présent dans le débat sur la toile et sur le terrain. C'est un homme qui préside la Convention des démocrates indépendants. Nous allons avec lui examiner l'actualité politique congolaise et surtout parler de son parti, le programme, qu'est-ce qu'il propose aux Congolais au moment où tout le monde s'attelle à ce que Denis Sassou Nguesso puisse demain partir. Qu'est-ce qui peut demain se substituer au chemin d'avenir? C'est ce que nous dira aujourd'hui monsieur Adrien Wabaluku. Adrien Wabaluku, bonjour. Bonjour. Merci et bienvenue sur Ziana TV. Alors, vous présidez aujourd'hui la Convention des démocrates indépendants. Bien avant qu'on ne rentre dans votre parti, on va rapidement avec vous voir un peu l'actualité nationale, notamment au niveau du Congo. Avec vous, on a eu un entretien au lendemain des consultations initiées par le président de la République. Il y a eu des retours souvent négatifs à votre encontre en disant, voilà, M. Wabaluku est quasiment le seul de la diaspora à vouloir participer à ces consultations, pardon. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à persister, à dire que c'était une bonne chose et que si vous étiez invité, vous y serez allé? Bien sûr, je persiste, je signe, parce que l'histoire me donne raison. Je pense que la chaise vide n'est jamais une bonne politique. Je pense qu'il fallait être présent, marquer le coup et tenir la communauté internationale témoin que nous sommes allés délivrer un message pour le peuple congolais. Bon, maintenant, ceux qui étaient à Brazzaville, je pense, sont plus proches de passage. J'attendais qu'ils soient présents et que nous, qu'on accuse, nous sommes dans le virtuel, nous sommes éloignés de Brazzaville. Moi, j'entendais aller délivrer la même chose, de dire à M. Sassou Nguesso, je pense 32 ans de pouvoir, c'est trop. Donc, c'était le moment de lui dire devant tout le monde qu'il passe la main. Vous persistez et signez toujours que ceux qui ne sont pas partis ont tort. Mais bien sûr, après coup, j'ai entendu le ministre Mirassa dire que, en fin de compte, ils veulent le dialogue à leur sauce. Non, je pense que c'est un mauvais positionnement. Il ne faut pas mettre des barrières, des a priori. Il faut aller au dialogue sans se poser trop de questions. Et puis voilà, puisqu'il parle de Mbongi, j'avais ajouté un élément dans la décision, ce qu'on appelle le Fundu. Alors, une fois qu'on n'est pas prêt, on y va. On peut toujours faire un feedback, revenir, demander à la population, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il fallait voir les choses. L'UPADS a sanctionné ces cadres qui sont passés voir le président de la République, M. Kinyumbi Kambungu, M. Pungi, M. Mwamba et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que le parti a bien agi ou mal agi? Alors, je ne fais pas partie de l'UPADS, donc c'est une affaire interne, donc je me réserve de donner un avis. Alors, un avis que nous voudrions avoir, qui est le vôtre, c'est déjà de dire aujourd'hui, l'ambiance au sein des partis politiques congolais, notamment au sein de l'opposition, est quand même délétère. Oui, effectivement, moi je pense que l'opposition a besoin de se ressaisir. Je pense que c'est une occasion ratée. C'était le moment idéal, vraiment, d'aller, en tout cas, planir nos divergences, parce que la démocratie, toute la démocratie repose sur, en tout cas, le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, demain, il n'y aura pas de dialogue. Alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on laisse un peu ce vide de pouvoir? Eh bien, c'est des ventes-en-guerre qui essaient d'occuper le pouvoir. C'est ce que ne veulent pas, en tout cas, les Congolais. Ils ont trop souffert, il y a eu des guerres à répétition. Je pense que le moment est venu, en tout cas, qu'on trace un cap, qu'on oublie tout ça, parce que la paix reste essentielle pour le développement. Il n'y a pas de paix sans développement. Et pour être trivial, je l'ai déjà dit, je vais leur dire que finalement, la paix, c'est la moitié du développement. Une occasion ratée, telle que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est celle aussi concernant le bac par M. Mampouya et par des jeunes Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de ce fiasco du bac session juin 2015? Je ne suis pas impressionné par des fuites de matière. Ça existe dans le monde entier, même à Paris. Seulement, effectivement, il fallait penser peut-être d'organiser l'examen par académie. Ce que j'avais proposé. Maintenant, il peut y avoir de laxisme dans certaines académies, qu'il fallait finalement voir l'entrée de l'université soit par dossier ou examen, de façon d'équilibrer un peu les choses, parce que jusqu'à présent, le Congo n'a pas évolué. On est encore à une seule université, et encore Dieu sait comment elle fonctionne. Voilà. Le M. Mampouya aurait-il démissionné? Je pense que je ne suis pas M. Mampouya. Si c'était M. Wabaluku, je pense que je l'aurais remis le tablier, tranquillement, parce que je suis un démocrate. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il est légitime de réorganiser ce bac? Bien entendu. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore une année blanche pour les enfants? Est-ce que celui qui doit organiser ce bac, c'est M. Mampouya pour vous? Ça relève, effectivement, ça fait partie de son ministère, mais je pense qu'il y a un directeur qui est là pour organiser l'examen, parce qu'il ne faut pas tout mélanger.
Alors, tout mélanger, le ministre n'a aucune responsabilité puisque, d'après ce qu'il a dit, c'était la faute à Internet et la faute à son directeur des examens au concours. Non, ce n'est pas la faute à Internet, c'est lui qui doit faire la sécurité sur les jeux d'examen. On n'a pas à les voir à Ouando, je ne sais pas beaucoup. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un univers du temps réel. Donc tout s'est fait rapidement. Et Dieu merci que tout le monde ait eu la possibilité. Sinon, on a encore favorisé les nantis. Moi, je trouve ça bien s'il y a eu fuite de matière, que tout le monde a eu des matières. Comme ça, on annule l'examen. Voilà, examen annulé. Et pour vous, il était nécessaire d'annuler cet examen? Oui, c'est un coût, hein, ça c'est sûr. C'est un coût. C'est pourquoi j'ai proposé d'organiser, en tout cas, l'enseignement par académie, c'est vrai. Et au niveau du cours, on le sait très tranquillement. Quand vous réglez les problèmes, je vais prendre l'exemple d'un barrage de courant. Quand vous procédez par un grand barrage, au niveau du coût à la sortie de l'énergie, c'est connu, on a en tout cas un prix à moindre coût. Maintenant, quand on essaie de chercher la fiabilité, effectivement, on n'a pas toujours le beurre et son argent. Donc, il y a toujours le revers de la médaille, mais moi je pense que pour la sécurité n'a pas de prix. Donc pour la sécurité de l'examen, je pense qu'il fallait passer par installer des académies et puis voir le problème après l'examen au niveau de l'université, de faire passer sur le dossier et pourquoi pas par examen. Parce qu'on a une seule université au Congo, d'ailleurs ce qui n'est pas normal, et je me suis toujours posé la question, où sont partis, comment s'est volatilisé l'argent du pétrole. Alors, il y a aujourd'hui un couac gouvernemental, on a évoqué le couac Mampouya, il y a aussi un couac Mongala. Le cabinet de Thierry Mongala est accusé aujourd'hui de trafic de fréquences. Est-ce que vous avez un avis? Aujourd'hui, Thierry Mongala est présumé innocent. D'abord, il a bien dit qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire, mais enfin, c'est son cabinet qui est impliqué aujourd'hui, accusé, nommément peut-être pas, mais en moins, pour ceux qui suivent cette action le savent très bien, notamment son frère Patrick Mongala. De toute façon, notre pays, il y a longtemps qu'il a été gouverné. Le Congo n'est pas gouverné. Il y a une crise institutionnelle depuis très longtemps. Là seulement que ce matin, je me baladais un peu du côté de mon département à Creil. J'avais affaire à un ami, bon, disons, un commerçant marocain. Je lui posais la question sur les Jeux africains, il n'est même pas au courant. Donc notre pays n'est pas gouverné depuis très longtemps. Et puis encore l'histoire de fuite de matière. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un même village planétaire. Je pense que tout ça, c'est pas bon pour le Congo. Alors, c'est pas bon pour le Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeux, vous pensez que c'est une bonne chose pour le Congo? Moi, je pense, hein, très sincèrement, je pense que M. Denis Sassou Nguesso doit passer la main. Voilà, il doit passer la main. Est-ce qu'il doit passer la main après les Jeux ou bien déjà apprécier ces Jeux aujourd'hui qui apporteront sans doute une plus-value pour le Congo? C'est à lui, en tout cas, c'est un homme seul, hein, c'est lui qui est le père de la nation. Je ne parlais pas du laboureur et ses enfants. Je pense qu'il voit sa fin arriver. Je pense que mieux pour lui. Vaut mieux prévenir que guérir. S'il aime le Congo, je pense qu'il doit passer la main. Aujourd'hui, on voit des appels au boycott, notamment ici au sein de la diaspora, des personnes qui veulent qu'on puisse boycotter les Jeux africains en septembre prochain. Vous êtes de cet avis? Mais il n'y a pas besoin. On ne va pas pousser des portes déjà ouvertes. Donc déjà, il devait avoir déjà un mécénat autour de ces Jeux-là. Avant d'avoir l'attribution, on devait avoir un mécénat, des gens qui devaient déjà commencer à réfléchir et puis mettre des sponsors, qui n'est pas le cas. Je me pose même la question au niveau de la Confédération africaine. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Congo et en Afrique, et je ne suis pas étonné qu'on soit en retard. Voilà, vous n'êtes pas étonné d'être en retard. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. On va parler déjà de vous-même, Adhirou Baloukou. Bien avant que vous créiez votre parti, la Convention des démocrates indépendants, vous avez été à une époque en fait candidat aux législatives françaises, notamment pour les Français de l'étranger. Parlez-nous rapidement en fait de cet épisode politique et que vous avez valu quand même une reconnaissance au niveau international. Bon, c'est la double nationalité. On me repose ça. Moi, je pense que c'était un moment utile parce que je profitais de cette tribune pour aller dire au Congo sur place, parce que j'avais la possibilité, dans ma circonscription, d'aller à Madagascar. Il y avait plus d'électeurs là-bas, au Gabon, mais j'avais fait ce choix de cœur d'aller au Congo, de délivrer ce message, en tout cas des démocraties. Sans démocratie, il n'y a pas de développement possible. Donc ça a été vérifié hein, dans le monde, les pays qui sont plus avancés que nous, les pays qui tirent un peu leur épingle du jeu, ce n'est pas du RSS, ce sont des pays qui sont de la mouvance un peu démocratique. Vous avez tiré une bonne expérience de cette candidature? Bien sûr, hein, des très bons contacts. J'ai encore, en tout cas, la faveur de mes amis du Parti Socialiste qui suivent en tout cas ce que j'ai fait du côté du Congo.
Donc la visibilité viendra. Je pense qu'ils sont très contents de cet engagement parce qu'il s'agit aussi de défendre ces peuples-là. Alors, on dit de la France que c'est un pays aux 1000 fromages, on pourrait aussi dire du Congo que c'est un pays aux 1000 partis. Vous avez créé la Convention des démocrates indépendants, il faut dire que ce parti n'est pas encore reconnu au Congo, et pourtant vous êtes déjà actif sur le terrain. Était-il nécessaire pour vous de créer un nouveau parti alors qu'il y a déjà des partis à foison où chacun peut trouver sa place? Oui, parce que l'opposition de Brazzaville, j'entends là, j'avais vraiment pas envie de citer des noms. Mais à ça, nous avions un bon contact jusque-là, et puis on n'a plus eu de contacts, parce qu'ils ont compris, hein, que ce soit du côté d'Enzon et puis Kim Foucha, dès l'instant qu'ils ont eu l'accompagnement, l'apport de la communauté internationale, que M. Sassou Nguesso, c'était son dernier mandat, eh bien, la diaspora ne servait plus que de strampatin. C'est-à-dire que n'en est que de simples marches à pied, c'est devenu leur Nzoko, hein. Comme Sassou, c'est le Nzoko qui éclate tout son passage, eh bien on se retrouve encore avec l'autre Nzoko, c'est devenu leur Nzoko. Moi je pense que le Congo n'appartient à personne, nous sommes tous des héritiers, je pense qu'on a besoin de tous les filles du Congo, de se mettre ensemble, et puis le démocrate, ceux qui font la politique, il faut écouter les messages du peuple. Et moi je me suis retrouvé avec un certain Samba du côté du Canada, je pense que ce n'est pas le même tempérament, mais c'est le peuple qui nous demande de nous mettre ensemble, et c'est là où j'ai pensé à cette fameuse maison commune. À la maison commune, vous avez des chambres. C'est ce qu'on appelle des sensibilités. Maintenant, amener les gens à penser la même chose, ça, je pense que ce n'est pas bon. Donc, je suis pour une démocratie plurielle, où il y a une opposition, où il y a une majorité, et c'est comme ça, avec les cycles réguliers que nous connaissons de l'alternance. Parce qu'on ne peut pas venir s'enculiser simplement au pouvoir comme ça, pour le plaisir. Et j'ai même peur qu'on rentre dans la gabonisation du Congo. Là, j'interpelle mes amis français, hein. On a vu ce qui s'est passé à la mort du président Bongo. Après, par je ne sais pas quel mécanisme, on s'est retrouvé avec un certain M. Ali Bongo. Et donc vous craignez voir Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo? Il n'a qu'une expérience, hein, dans les affaires d'État. Il n'a qu'une expérience, et pourtant il gère déjà la plus grosse société pétrolière du Congo. Oui, la société pétrolière du Congo, vous avez en tout cas des véhicules au Congo qui n'ont même pas une goutte d'essence, et puis il est quand même meilleur manager. Alors je veux qu'on m'explique ça. Moi j'ai eu le temps de manager, en tout cas d'auditer des entreprises en France. En tout cas la gestion de monsieur, du fils au président de lui, m'étonne. Et c'est ce qui donne le retard en Afrique. C'est-à-dire qu'on veut faire plaisir. Non, il ne s'agit pas de faire plaisir. Il y a tout un peuple qui est en train de mourir. Je pense qu'il faudrait qu'on soit raisonnable. Monsieur Kiki, je ne le vois pas président. Voilà. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui, hier, est intervenu, dans la semaine est intervenu, notamment M. Mathias Nzon, sur les ondes de la radio africaine, expliquant que la diaspora, finalement, elle ne connaît rien du tout, elle n'est pas sur le terrain, et elle donne que des leçons. Non, nous sommes sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Maintenant, il reste, j'avais demandé ça dès le départ. Moi, je pense que tout le monde le sait, je suis celui qui a mis cette thématique de la Nouvelle République, qui a été reprise, que ce soit dans l'opposition, que ce soit partout. Et la Nouvelle République, c'est pas un mot qu'on prononce comme ça. Il faut aussi changer ce logiciel, ce que j'ai encore introduit, pour dire que j'étais quand même le dépositaire de ces thématiques. J'ai dit, il fallait, quand on dit Nouvelle République, on passe autrement. Ce n'est pas je dis, jurer la tombe de mon père et que le Congo devienne un royaume. Le Congo n'est pas un royaume, c'est une république. Donc je ne vois pas. Il peut avoir ses meilleures qualités. J'ai écouté, en tout cas, entendu du côté de l'Église catholique, le futur président, il faudrait qu'il soit d'une bonne moralité. Ce n'est pas le cas. Donc vous doutez de la moralité de M. Nzon? Je ne dirais pas, parce qu'il est dans le même camp que moi dans l'opposition. Oui, mais bon, aujourd'hui, il ne se gêne pas de fustiger aussi la diaspora politique, en se disant, mais voilà, c'est des gens qui parlent bien de Paris, mais ils ne connaissent pas la réalité du terrain, alors que lui, il est sur le terrain. C'est pourquoi il faut aller vers le dialogue. Ça sera un moment où on se dira d'éviter de faire le bilan de chacun de nous. Voilà. Vous avez évoqué Denis Sassou Nguesso en lien avec la pénurie des produits pétroliers au Congo. Vous pensez là aussi qu'il y a un problème de gestion, de management aujourd'hui dans un pays qui produit du pétrole, quand je retrouve quasiment 15 jours en roulant à l'oxygène? Il n'y a pas que ça. On vous dit qu'il y a la société de transport de bus, il n'y a pas de ticket. Il y a même un qui a proposé qu'il fallait même déchirer, je ne sais pas, un cahier d'un écolier et puis faire les billets. C'est si bête que ça, la matière existe. Donc tout ça, c'est une gestion un peu que je ne comprends pas. Et je vais même encore ajouter un élément. J'ai aussi peur que je vais alerter mes amis de la diaspora. Je suis peur de la russisation du Congo. C'est-à-dire que M. Sassou Nguesso ait un bon contact avec le président Poutine. Ceux qui rêvent, peut-être que M. Sassou n'ira pas, on risque de vivre la situation de l'URSS. Poutine laissant un peu, 5 ans pour l'autre, le temps de changer la constitution,
de mettre un petit pantin et puis revenir en cause d'affaires. Il faut que l'opposition réfléchisse. Donc je parlais de la gabonisation du Congo et peut-être plus loin, la russisation, là de me permettre l'expression, du Congo. Voilà, alors on va parler toujours du Congo, notamment en termes d'actualité. Depuis maintenant 15 jours, les bus promis par le président de la République roulent à Brazzaville. Aujourd'hui, on voit les Brazzavillais emprunter ces bus déjà. Mais voilà, maintenant on veut comprendre, au moins, est-ce que là, Adrien Wabaluku, vous reconnaissez que là, le président a tenu une promesse? Oui, une promesse, ça ne pas se lever le matin. Il y a une adéquation. On a les bus. Eh bien, les chauffeurs de la société des bus se lèvent à 8 h du matin, alors que le travail doit commencer à 7 h. Donc il y a un problème de gestion. Donc notre pays n'est pas gouverné. Alors, est-ce que là déjà... Il y a plus de chef au Congo. Oui, il n'y a plus de chef, mais il y a au moins des bus. Oui, il y a des bus, il n'y a pas de chef. C'est comme vous avez un véhicule sans carburant. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais est-ce que là, au moins, Adrien Wabaluku, vous reconnaissez que le président a tenu une promesse, déjà, au moins pour le dire, parce qu'on dit aussi qu'il faut faire de l'opposition constructive. Il faut attendre les Jeux africains pour avoir des bus, c'est ça le sous-entendu. C'est par rapport à un cahier de charges qui arrive avec les Jeux africains, parce qu'on ne pouvait pas transporter les délégations par taxi, vous le savez très bien, c'est par rapport à ça, c'est tout. Voilà, par rapport à... Les bus des Congolais, c'est des bus qui répondent aux Jeux africains, que j'ai demandé de ne pas boycotter. Déjà, le pays est déjà boycotté, pourquoi encore, je l'ai dit tout à l'heure, enfoncer les portes ouvertes? Aucun intérêt. Alors on va enfoncer une porte ouverte qui est celle de la Convention des démocrates indépendants. Parlez-nous un peu de ça. Vous avez même des cyclistes qui n'ont pas leur vélo jusqu'à maintenant. Alors vous parlez de quel jeu? Alors, un cycliste, il va s'entraîner en faisant du marathon à pied? C'est ça? Alors, le cycliste qui fait du marathon à pied, je ne pense pas. Quel est le projet du ministre de Sport? Et il envisage combien de médailles pour les Congolais? Et qui va payer ces jeux-là? C'est encore le pétrole. Et d'ailleurs, maintenant, on le sait que l'argent du pétrole ne rentre même plus dans les caisses d'État. Ça rentre dans les caisses des individus. Et ce qui inquiète pour mon pays, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont les moyens financiers à la hauteur d'un État. Je vais le répéter pour le marteler, pour que les Congolais comprennent. Comment vous pouvez expliquer, là où l'État fait faillite, incapable de construire une école, c'est un député qui construit. Et on ne peut pas aller dans une élection où tout est en envers comme ça. Et je reviendrai encore pour bondir dans d'autres choses. Tout ne va pas au Congo. Il y a une inversion démographique. Vous arrivez au nord du pays. C'est des zones marécageuses. Il n'y a pas de la population. Il y a même des secteurs où on peut faire des kilomètres sans voir personne. Et je ne sais pas par quelle baguette magique, on s'est retrouvé une surpopulation au nord et au sud presque vide. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et vous voulez qu'on aille dans une élection comme ça? Donc vous êtes aussi aujourd'hui partisan d'une nouvelle gouvernance électorale? Non. C'est pas mon vocabulaire. Oui. J'ai proposé un schéma parce que vous avez dit que la diaspora n'a pas de projet. Nous avons un projet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Ndjong qui explique que la diaspora à Paris, elle fait que parler, elle propose pas grand-chose. Elle fait que parler, je pense que lui il parle, je pense qu'il n'apporte rien de concret. Moi, ce que j'ai proposé, s'il veut parler comme ça, la politique c'est le rapport de force, on lui répondra. Il a besoin de la diaspora, on n'a pas besoin que de l'opposition intérieure. Il y a eu ce meeting de Focade. Et alors, où est-ce qu'on en est? Alors, donc on a besoin, moi j'écoute les Congolais, M. Ndjong, il va comprendre, il faut qu'il se mette avec la diaspora. Ce n'est pas, on ne veut pas de l'autre Nzoko, qui écrase tout sur son passage, sur son Yeso, on ne veut pas des autres qui puissent s'accaparer de leur Nzoko. Donc il faut qu'on aille dans une gestion partagée. Une gestion partagée, je suppose, ce que vous faites, vous, au sein de votre parti, la Convention des démocrates et indépendants. On va essayer de bien comprendre aujourd'hui quel est votre positionnement idéologique au sein de la CDI. La CDI, on a bien compris qu'à la majorité, c'est des gens qui s'amusent un peu à la politique, on joue un peu au chat à la souris. Quand la majorité veut dialoguer, l'opposition prend la clé des champs. Et vice-versa. Vous voulez qu'on continue comme ça, donc on a pris nos responsabilités, on s'est donné un coup ici, donné un coup pour redresser un peu la situation politique de notre pays. C'est ce que j'appelle le renouveau. Voilà. Par rapport à ce renouveau, mais est-ce que vous êtes social-démocrate? Est-ce que vous êtes communiste? Est-ce que vous êtes libéraux? J'ai jamais été communiste. Mais voilà, dites-nous exactement quel est le positionnement idéologique de la Convention des démocrates indépendants. C'est vrai qu'on ne gagne pas une élection au centre, mais nous sommes au centre aujourd'hui de la vie politique. Alors, ça, souvent, au Congo, on est quand même habitué à un positionnement où vous avez soit la majorité, c'est-à-dire soit l'opposition, ou encore soit le pouvoir. Alors, le centre, il faut le dire, il faut le situer où exactement aujourd'hui? Le centre peut-être à gauche, le centre peut-être à droite. Aujourd'hui, vous sentez plutôt du centre-gauche, du centre-droit? Voilà, centre-gauche, poste de l'opposition, c'est pour, en tout cas, changer les choses au Congo. Alors, vous critiquez l'action de Denis Sassou Nguesso. Demain, vous, si vous arrivez au pouvoir, vous, en tant que Convention des démocrates indépendants, quelles sont les 3 premières mesures que vous pensez aujourd'hui urgentes pour les Congolais?
Ben, c'est d'abord ce que j'ai fait, de voir l'existant. Je n'ai pas dit que monsieur le président Sassou Nguesso n'a rien fait. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il a déjà fait déjà pour voir Ben, il y a des constructions qui sont là. Vu les moyens que monsieur Sassou a eu, je pense qu'il n'est pas allé très loin de ce qu'il fallait faire pour le Congo. C'est tout ce que je peux lui reprocher. Donc, oui. On va essayer de regarder l'existant. Voilà. On va avoir une période de révision de l'existant et puis tracer une perspective. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette économie virtuelle. On vous dit que le Congo, la masse monétaire au Congo, elle est exagérée. Mais quand on voit du concret, ce n'est pas possible. Regardez le fleuve Congo. Il y a combien de pêcheurs? Et on pêche comment? Quelle est la pêche qui est pratiquée? Sinon, je ne vais pas citer des puissances ici, qui viennent de faire la pêche à la dynamite, et on ne pense même pas à la reproduction, en tout cas. Mais je ne serais pas étonné demain qu'on mange de Angola, de Chine. Et vous le connaissez, d'Angola de Chine, non? On va revenir toujours sur ça. La qualité de ce poisson, je veux dire. Vous avez cité en fait des mesures globales, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour le Congolais lambda, il dit voilà, monsieur Wabaluku, vous arrivez au pouvoir demain. Oublions le chemin d'avenir, vous êtes là, quelles sont les 3 premières mesures que vous allez dire, voilà, nous, ce qu'on va faire concrètement pour améliorer le panier de la ménagère ou encore pour accompagner des jeunes qui sont là. Partir comme ça, je suis économiste de formation, gestionnaire, il faut faire un inventaire. L'inventaire, plus ou moins, aujourd'hui, quand on est en opposition, l'inventaire, on le connaît. Après l'inventaire, eh bien, nous allons voir secteur par secteur. Alors, on va évoquer maintenant avec vous secteur par secteur. Parlons déjà de l'éducation. Aujourd'hui, quel projet portez-vous en matière d'éducation? Parce qu'on a vu le bac qui a été annulé, tout le monde a fustigé le ministre de l'Éducation, tout le monde a décrié en fait cette éducation nationale du Congo qui va à volo. Vous, au niveau des démocrates indépendants, qu'avez-vous comme projet concernant l'enseignement et l'éducation des jeunes Congolais? Bon, je vais commencer un peu parce qu'on a suivi par le Fonds monétaire international qui nous a raconté cette histoire qu'il y avait trop de graisse dans la fonction publique, le mammouth. Moi, je pense tout le contraire. Donc, je pense qu'il faut voir les problèmes, et pas toujours par l'effectif, par la masse monétaire. Si vous avez un enseignant gabonais qui touche à peu près 150 000 francs pour 25 élèves, et que à côté vous avez un Congolais qui a 300 élèves, peut-être pas pour le même salaire. Peut-être pas des 300 élèves. Je pense. Donc le Congo pouvait se permettre, je pense qu'il faut recruter. D'abord, la formation, ça va prendre du temps. Il faut vraiment former des enseignants. Parce que l'économie de demain, c'est la matière grise. Vous avez les pays comme les Japon qui n'ont pas qu'une seule goutte de pétrole, mais tout, l'économie de demain sera gérée par la matière grise. Nous mettrons des moyens sans précédent. Je ne vais pas donner un chiffre comme ça. En tout cas, ça sera le premier budget de la nation. L'éducation. Bien sûr. Parce que c'est l'avenir. Là, il s'agit des jeunes. Donc, il faut qu'on mette au cœur des dispositifs, en tout cas, c'est-à-dire un grand budget pour qu'on essaie d'avancer. Et puis, on verra certains secteurs. Alors, vous avez parlé déjà des hommes qu'il faut recruter, vous avez parlé du budget augmenté. Que diriez-vous au niveau des programmes en termes de qualité d'enseignement? Parce que le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas seulement, mais pour les enfants, par exemple, au niveau des programmes, est-ce que aujourd'hui vous allez reproduire les mêmes programmes qui existent, ou bien vous allez peut-être emmener de la nouveauté dans les programmes dans lesquels sont formés aujourd'hui les jeunes Congolais? Je pense qu'on vit un siècle inouï. Moi, je suis très heureux de vivre le 21e siècle. On a la bibliothèque universelle comme les Google, tous ces jours. Donc, finalement, plus personne n'a la science infuse. Donc, avec ce village planétaire, nous pouvons... D'ailleurs, nous avons beaucoup avancé grâce à ces moyens de communication. Donc, le programme, c'est pas ce qui va nous gêner. C'est mettre les moyens d'abord. Je dis que ça sera le premier budget de la nation.